Bonjour. Je vais essayer de parler français jusqu'à le moment que vous en aurez ras-le-bol et vous demanderez de changer à l'anglais ou à l'espagnol. Mais de toute façon, je vais essayer. Je vais remercier au comité, à l'organisation de me permettre d'être ici, surtout mon bon ami Jean-Pierre Deloued et Arcaïs Colina. Et je vais vous présenter la diacétylmorphine orale, l'héroïne orale, un essai clinique d'une nouvelle formulation galénique. Bon, mais pourquoi retourner à parler de l'héroïne orale? On a la morphine orale. Ça aurait peut-être être mieux que Gabriel Fischer était avant moi, mais bon, elle a un problème avec ses diapos, alors c'est moi. Mais on a la morphine orale. On a la codéine, on peut avoir le fentanyl avec transdermique, mais pourquoi retourner à l'héroïne orale si le nom héroïne, même qu'on dise diacétylmorphine, ce n'est pas politiquement correct. Alors, bon, je vais... Excusez-moi. Oui? Bon. Pourquoi donc insister à la héroïne orale, diacétylmorphine orale? Je vais essayer de justifier pourquoi parler encore d'une substance qui a été déjà essayée. Le professeur Utenharen, il a essayé avec ses groupes dans la Suisse il y a une vingtaine d'années. Mais on n'a pas réussi à être introduit dans la pharmacothérapie habituelle. Et on a introduit l'héroïne injectable et l'héroïne inhalée à l'Hollande, à l'Allemagne, à la Danemark, à l'Angleterre et à la Suisse, bien sûr. Bon, allons voir les justifications. Premièrement, vers la méthadone. Pourquoi proposer l'héroïne orale vers la méthadone? Bon, on sait déjà qu'il y a une autre fréquence d'échecs et de difficultés dans la poursuite des programmes de substitution avec la méthadone. Nous savons tout ça, alors il ne faut pas s'élargir ici. La méthadone présente des intuitions trop lentes, métabolisme erratique, excessive interaction, médicaments, interférences, beaucoup de choses ils nous font penser que, bien sûr, on est très satisfait d'avoir la méthadone. Bien sûr, il ne faut pas aller contre la méthadone, mais si on aurait la possibilité d'avoir une substance que soit plus acceptée pour notre patient et que n'ait pas si d'effets indésirables que la méthadone, elle serait très bienvenue. Bon, mais il faut dire aussi que pas tous les OPSC, ils ont la même pharmacocinétique et la même pharmacodynamique. Je ne vais pas entrer avec ça, mais l'héroïne a une pharmacocinétique et pharmacodynamique très différente de la méthadone. Alors, bon, c'est différent. On peut dire tous ces opiacés, mais bien sûr, l'héroïne, c'est différent de la méthadone. Nous savons ça tous, mais il faut le dire. Même, on pourrait penser, bon, peut-être la morphine ou la méthadone parentérale, ce serait mieux. Mais la morphine et la méthadone parentérale n'ont pas obtenu dans les projets suisses les résultats attendus chez les patients qui ont raté dans les programmes de méthadone orale. Alors, c'est pour ça qu'à la Suisse, ça a été l'héroïne injectable qui a fait le final parcours pour ces essais. Ça ressemble à la substitution avec les études qu'a fait Gabriel Fischer. C'est pour ça que j'ai demandé d'être avant moi. Ils sont bien mieux. Et nous savons que même à ce moment-là, il y a divers chercheurs qui travaillent sur la morphine orale et même qu'il y a des industries, laboratoires, ici il y a un représentatif, qui veut développer la morphine orale comme traitement de substitution. Alors bien pour la morphine. Mais attention, on ne peut pas dire ce qu'on dit normalement que la morphine et l'héroïne, c'est pareil. Mais on dit la morphine, c'est le métabolite de l'héroïne. Alors,
pourquoi s'engager dans une étude compliquée, pas politiquement correcte, avec l'héroïne orale, si c'est le même que la morphine orale. Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, la morphine, c'est un métabolite de l'héroïne, mais il faut penser qu'au milieu d'entre eux, entre l'héroïne, entre la diacétylmorphine et la morphine, il y a la monoacétylmorphine, que c'est un métabolite qui disparaît très vite du corps pour passer au cerveau, excusez-moi, et qu'on ne peut pas synthétiser pour faire des essais. Mais ça pourrait être que les héroïnomanes préféraient l'héroïne parce que ce qui fait les vrais effets, c'est la monoacétylmorphine. On ne sait pas, mais on peut hypothétiser sur ça parce que ce que nous savons, bien sûr, c'est que l'héroïne, dans ses multiples présentations illégales, c'est l'opioïde plus cherché et abusé par les addicts, en dépit des sévères dangers associés à son obtention et consommation, la prostitution, la criminalité, l'overdose. Sur ça, l'héroïnomane choisit l'héroïne. Et ça, on peut l'expliquer avec l'hypothèse de l'automédication. Mais ce qui est vraiment étonnant, si on considère l'héroïne pareil à la morphine, c'est pourquoi la morphine, la mépéridine, le tramadol, le fentanyl légal sont très peu abusés pour notre population. Parce que les addicts opiacés, pour eux, il serait bien plus facile d'essayer ces médicaments légaux et éviter la prostitution et la criminalité que je disais tout à l'heure. Il faut expliquer ça. Bien sûr, il doit y avoir quelques différences parce qu'ils veulent supporter, on pourrait dire qu'ils cherchent les sensations, mais je crois que ce n'est pas comme ça qu'on peut expliquer ça. Il y a quelque chose dans la molécule de l'héroïne qui la fait différente de la morphine, du fentanyl, des mipéridines, des tramadol, etc., du reste des opiacés. Bon, il faut dire aussi qu'en Espagne, la plupart des addicts ont essayé ces produits. Ils ont essayé ces produits et ils tournent à la ruine. Alors, je répète, quelque chose il y a de différent dans l'héroïne. Une autre chose qui est étonnante, c'est que quand les héroïnomanes ont la sécurité qu'ils auront ces doses d'héroïne chaque jour, parce que c'est héroïne légale, c'est un essai clinique, on leur dit, ne t'inquiète pas, tu auras l'héroïne que tu as besoin chaque jour. Alors, ils essaient de consommer seulement les doses dont ils ont besoin. Il faut une diminution progressive de la dose. Et ça a été premièrement observé par le professeur Utenhagen dans la Suisse il y a 20 années. Et moi, j'étais aussi dans la Suisse parce que le WHO m'a demandé d'être à la Suisse pendant l'expériment. Et j'étais étonné parce que je voyais des patients qui étaient en train d'injecter chaque fois par jour. Quand ils étaient mis sur l'héroïne légale, sur l'héroïne de l'acé, ils s'oubliaient de venir. Qu'est-ce que ça me tient un héroïnome? Il faut que tu t'injectes chaque fois par jour. Oh, j'ai oublié, j'étais dans les Alpes, je ne sais pas, hein. J'étais au cinéma, j'étais avec ma fiancée, et je pensais, bon, j'irai demain. Alors, attention à l'effet addictif de l'héroïne. L'effet addictif de l'héroïne illégale, de street heroin, bien sûr, demande aux malades de s'injecter continuellement parce qu'il n'est pas sûr qu'est-ce qu'il va passer demain. Mais quand tu lui donnes l'héroïne normale, légale, alors le malade ne veut pas être endormi, il ne veut pas être absolument fou. Non, il devient un individu qui veut utiliser l'héroïne pour être mieux, pour se sentir mieux. Alors ça, c'est une autre fois l'hypothèse de l'automédication qui a été développée par Warkadjian aux États-Unis il y a une trentaine d'années. C'est une hypothèse psychoanalytique de base, mais qui a tourné vers les neurosciences. Aujourd'hui, on peut dire qu'on peut considérer qu'une grande partie des héroïnomanes, mais même les cocaïnomanes, les cannabis, utilisent l'héroïne, ou la cocaïne ou le cannabis, comme une forme d'automédication pour les troubles psychiques ou physiques
qu'ils ont. Bon, et finalement, bon, la vie orale, c'est la forme d'administration habituelle pour la majorité des médicaments. Alors, je crois que viennent venir les études qu'on fait à la Suisse, à l'Allemagne, à l'Hollande, à l'Angleterre. Mais si on pourrait avoir de l'héroïne orale, je crois que c'est bien mieux que l'héroïne injectable, au moins du point de vue politique ou social, parce que ce n'est pas si stigmatisé que la voie injectable. Bon, mais elle est vraiment effective, la vie orale, parce qu'on a dit la justification, mais c'était justification théorique pour que la réalité soit absolument différente. Bon, il faut me remettre de l'étude suisse, ici je répète pour la deuxième fois le professeur Utenhagen, qu'ils ont essayé presque toutes les voies d'administration de l'héroïne, intraveineuse, fumée, inhalée, orale, transdermique. J'étais étonné quand j'étais là pour la voie orale. Pour la voie orale, alors j'ai pensé qu'on pourrait essayer ça. J'ai pensé une quinzaine d'années après, pas tout à l'heure, qu'on pourrait essayer vraiment la voie orale, en voyant que les études suisses et les études hollandaises démontraient l'effectivité de la diacétylmorphine. Alors, bon, s'ils ont déjà démontré la diacétylmorphine injectable et inhalante, alors on peut se demander pourquoi pas l'héroïne orale. Et comme on l'avait déjà essayé, alors on a cherché qu'est-ce qui se passait avec l'héroïne orale, la diacétylmorphine orale. On a des effets approximativement 30 minutes, après les 30 minutes. Alors, ce n'est pas les high, c'est pas c'est que on pense que les héroïnomanes veulent l'avoir. Le high. Ici, il n'y a pas de high. C'est une discrète euphorie après les 30 minutes. Et il faut dire que les patients s'y trouvent confortables pendant toute la durée des effets de la médication. Alors, ça ressemble que l'héroïne orale, c'est le même que l'héroïne injectable ou inhalée, mais sans les highs qu'on a quand on injecte ou on prend par via inhalatoire. D'autres avantages de la voie orale. Bon, permet d'étudier les effets de l'héroïne administrée comme les autres opioïdes utilisés dans les traitements de substitution. La méthadone, la codéine dans l'Allemagne, c'est-à-dire la voie orale. Et c'est très important ça, parce que je crois que si on est convaincu, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas ça, mais ceux d'entre nous que nous sommes convaincus que la diacétylmorphine a une place dans la thérapeutique des héroïnomanes, peut-être ceux qui rechutent, mais rechutent. Mais sûrement, il y a une place. Alors, il faut convertir la diacétylmorphine en médicament, exactement qu'on puisse vendre dans les pharmacies. Mais pour ça, il faut faire études double aveugle. C'est bien difficile d'introduire normalement un médicament si tu ne fais pas l'essai clinique qu'on demande la Food and Drug Administration américaine ou bien le EMA européen. Et pour ça, il faut faire double aveugle. Mais on ne peut pas faire double aveugle avec l'héroïne injectable, c'est absolument impossible. Alors, mais peut-être si qu'on peut le faire avec l'héroïne orale. On va voir. Finalement, c'est plus acceptable. Ici, je vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter, mais je vais seulement annoncer qu'à Barcelone, on a fait une étude sur l'héroïne orale. C'était une petite étude que nous a demandé notre autorité sanitaire pour pouvoir travailler avec l'héroïne orale. On nous a demandé si c'était possible de faire études double aveugle, parce que sinon, ce n'était pas la peine de retourner sur ça. Alors, on a fait un projet qui a été déjà publié, et le premier auteur, Joan Colom, il est ici, dans la salle. Alors, cette étude, ce qu'il nous a dit, c'est que la rétention entre
héroïne, morphine et méthadone. C'était très bon avec l'héroïne et la méthadone, mais pas du tout avec la morphine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Mais c'était très peu de malades. On ne cherchait pas l'efficacité. On cherchait seulement la rétention, la stabilisation de la dose d'héroïne orale, de diacétylmorphine orale, excusez-moi, s'est stabilisée en 3 jours, 3-4 jours. La dose finale, c'était 350-400 mg, à peu près le même que la voie injectable. Quand nous attendions que la stabilisation, si la voie injectable, c'était 350-400 mg par jour, la voie orale, lui, cesserait de 1 gramme, 1000 mg. Mais ça n'a pas été comme ça. Ce sont les mêmes milligrammes que par la voie injectable, ce qui redonde dans l'hypothèse de l'automédication. Je vais après me référer à ça. Et le confort des malades, c'était excellent. C'était excellent avec la morphine, avec la méthadone, avec l'héroïne. Pas de problème, entre autres. Mais ce qui était intéressant, et ce qu'on cherchait dans cette étude, c'est que l'édification de la substance n'a pas été... Les malades n'ont pas pu différencier entre morphine, héroïne, méthadone, même pas les médecins ou les infirmières. Alors, on peut dire, on ne peut pas dire que l'héroïne c'est mieux que les autres, non, mais on peut dire qu'on peut faire des études double aveugle pour comparer l'héroïne orale à la méthadone orale ou à la morphine orale. Alors c'est un grand avantage pour transformer l'héroïne en diacétylmorphine et diacétylmorphine pharmaceutique qu'on puisse acheter dans la pharmacie. Bon, ça c'est la conclusion finale, mais on avait bien sûr un problème. Le problème, c'est toujours le même. La possible et certaine diversion au marché noir de la diacétylmorphine orale, qui va empêcher sa normale utilisation. Il n'y a pas une politique qui va autoriser à avoir des comprimés de diacétylmorphine comme ça, livre, parce qu'on la chercherait dans l'hôpital et on la vendrait tout juste 10 minutes après pour 100 fois le prix. Alors, ça, c'est un problème. Alors, pour résoudre les problèmes, la solution, c'est une solution pas originelle, c'est la solution qu'on a toujours. Ajouter de la naloxone. Si les malades veulent s'injecter la diacétylmorphine orale plus naloxone, il aura un syndrome d'abstinence. C'est naloxone, ce n'est pas naltrexone. La naltrexone, c'est actif bioral. La naloxone, ce n'est pas actif bioral. Bon, mais ça, je dis, ce n'est pas original du tout. Hein. On l'a dans les suboxones, la buprenorphine plus naloxone, dans la morphine aussi, ce que je disais avant. Mais on ne l'avait pas dans l'héroïne. Et comme nous aimons la possibilité d'introduire l'héroïne, on a cherché une industrie espagnole, c'est une jeune industrie très active qui cherche de nouvelles choses, et elle nous a préparé ces comprimés de héroïne plus naloxone. Ce sont des comprimés qu'on peut diviser en 4 parts, chaque part à 50 mg de diacétylmorphine plus 2 mg de naloxone. Ce qui fait qu'on peut partager, on peut commencer pour 50 mg et on peut monter jusqu'à 200 mg avec très peu de temps. En 3 jours, on se stabilise, souvenez-vous. Si quelqu'un de vous est intéressé, c'est seulement parce que vous pouvez noter ces emails et vous mettre avec eux. Quels sont les essais cliniques qu'on est en train de faire? Et comme ça, je vais finir. La pharmacocinétique du produit, de l'ensemble du produit, a été déjà faite, elle est correcte, elle a été faite dans volontaires sains, et maintenant on va la faire dans des patients. Aussi, on va commencer déjà un régime hospitalier. Alors la validité externe, c'est nul, hein, parce que c'est un régime hospitalier et les malades ils sont dans la rue. Mais nous avons un grand intérêt de prouver l'hypothèse de l'automédication d'une forme indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? On disait que
nous avons vu que, même nous avons vu dans l'article que je viens de vous montrer, mais aussi on le voyait à la Suisse, que quand l'héroïnomane, même s'il est en train de s'injecter chaque fois par jour, a la possibilité d'avoir de l'héroïne subministrée légalement sans problème, il va diminuer la dosification. Sûrement, le professeur Dechal va se souvenir que quand l'expériment suisse a commencé, tout le monde disait « mais ils sont fous, parce que l'héroïne, tu vois, ils vont commencer par 10 mg, ils vont finir par 10 kilos, parce qu'ils vont s'injecter. » C'est pas c'est pas ce qui est passé. Ils se sont stabilisés, les malades qui ont bien fonctionné, bien sûr, sont stabilisés et ils essayaient de diminuer la dose. Alors, ce que nous avons vu dans notre travail, c'est que, bon, je n'ai pas expliqué l'étude, mais on donnait une dose de diacétylmorphine pour le matin et une dose de diacétylmorphine l'après-midi, le soir. Mais c'était une dose flexible. Les malades pouvaient choisir de prendre ou ne pas prendre et pouvaient choisir de demander de plus. Alors, nous étions prêts à qu'ils demandent. La plupart des malades, bien peu bien sûr, mais la plupart des malades, ils ont diminué la dose et quelques-uns, ils prenaient seulement une dose par jour. Alors, ce qu'on veut voir, c'est possible dans un ambiance contrôlé qu'une seule fois par jour d'héroïne, 300 mg, soit suffisant, 200 mg, soit suffisant, ou 100 mg, on va voir, c'est suffisant. Ils vont demander plus d'héroïne ou ils vont être stabilisés. S'ils vont être stabilisés, je crois que c'est vraiment important. Alors, s'il y avait un mois qu'ils étaient injectés 6 fois par jour, et maintenant, ils se stabilisent avec une seule dose orale, ça veut dire que l'hypothèse de l'automédication, c'est vrai. Le malade prend l'héroïne parce qu'il a besoin de l'héroïne. Alors, quand il a l'héroïne, il couvre ses récepteurs, c'est que nous croyons du point de vue scientifique, et quand il en a, quand il n'a pas besoin de plus, il reste tranquille. Bon, alors, ça va commencer, ils seront 40 malades, on va tester ça. Après, on va voir l'essai clinique contrôlé d'Uva-Blegg, le premier avec 300 malades, et ce qui nous va demander l'organisation internationale pour pouvoir mettre l'héroïne, la diacétylmorphine, comme médicament. 2 ou 3 études multicentriques internationaux pour voir ces possibilités. Quel est le développement galénique qu'on va avoir dans ce moment-là? Nous sommes en train de développer la diacétylmorphine orale d'époque, parce que ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, c'est la diacétylmorphine orale d'immédiate libération, immédiate release. Mais on va essayer la diacétylmorphine orale d'époque, parce que peut-être les résultats seront mieux. Plus naloxone, bien sûr. Mais je crois qu'on n'aura pas besoin. On n'aura pas besoin. Si l'hypothèse de l'automédication est vraie, on n'aura pas besoin de la formulation d'époque, en courant tous les jours. Je crois qu'avec une fois par jour, ce sera suffisant. Bon, ça c'est tout. Merci beaucoup.